Ma famille m'a laissé aux urgences en se disputant sur la facture. Quand mon cœur s'est arrêté pour la 3e fois, ils sont sortis dîner. Puis les fenêtres ont tremblé sous le rugissement des pales d'un rotor. L'hélicoptère de ma femme milliardaire atterrissait. Je m'appelle James Rivera, et la première fois que mon cœur s'est arrêté, ma mère a demandé si les électrodes du défibrillateur allaient figurer sur la facture détaillée. La 2e fois qu'il s'est arrêté, mon père a regardé sa montre et a marmonné quelque chose à propos des tarifs du voiturier. La 3e fois, il s'est arrêté à 16h37 un mardi d'octobre. Ils n'étaient même pas dans la pièce. Ils étaient à la cafétéria en train de se disputer pour savoir si la salade Cobb valait 8 $. Je le sais parce que l'infirmière Rachel me l'a dit plus tard, sa voix tremblant d'un mélange de fureur et d'incrédulité. Votre famille, dit-elle, est la pire que j'ai vue en 15 ans. Mais je m'avance un peu. 3 semaines avant que mon cœur ne décide de me lâcher, j'étais en parfaite santé. 32 ans, marathonien, le genre de type qui préparait ses repas le dimanche et faisait du yoga le jeudi. Ma femme Elena plaisantait souvent en disant que j'étais désagréablement discipliné en matière de santé, ce qui rend l'ironie de ce qui s'est passé ensuite presque amusante. Presque. L'appendicectomie était censée être de routine. Laparoscopique, expliqua le docteur Lisa Kidding dans son bureau, me montrant un schéma sur sa tablette. 3 petites incisions. Vous serez chez vous le jour même. De retour à la course dans 2 semaines. Elena était à Genève pour finaliser l'acquisition d'une entreprise de biotechnologie. Volkov Pharmaceuticals se développait dans la thérapie génique et elle passait des journées de 16 heures dans des salles de conférence avec des régulateurs et des avocats suisses qui facturent à la minute. Quand je l'ai appelée pour lui parler de l'opération, elle a proposé de rentrer immédiatement. C'est une appendicite, dis-je en riant. Pas une opération à cœur ouvert. Tout ira bien. Tu es sûr? Je peux faire ramener le jet en 6 heures. Reste. Conclus ton accord. Mes parents me conduiront. C'était ma première erreur. Ma mère, Diana Rivera, est arrivée avec 40 minutes de retard en se plaignant de la circulation sur la 405. Mon père, Robert, est resté dans la voiture en conférence téléphonique au sujet d'un investissement immobilier à Scottsdale. Ma sœur Sophia n'est pas venue du tout. Elle filmait du contenu pour son Instagram Lifestyle. Les vibes d'hôpital ne sont pas vraiment mon esthétique, avait-elle envoyé par SMS, suivi de 3 émojis pleurant de rire. L'opération s'est parfaitement déroulée. Le docteur Kidding a retiré mon appendice à 7h15 un jeudi matin. À 9h30, j'étais en salle de réveil, groggy mais stable, demandant des glaçons aux infirmières et faisant des blagues sur la blouse d'hôpital. À 11h, j'ai commencé à avoir une fièvre de 39,1 degrés Celsius. À 14h, mes incisions laissaient échapper un liquide qui sentait mauvais, sucré et pourri, comme des fruits trop longtemps laissés au soleil. À 18h, je ne sentais plus mes mains. L'infection s'est propagée comme un feu de forêt à travers des broussailles sèches. Un instant, j'allais bien, je plaisantais avec le personnel infirmier. L'instant d'après, je me noyais dans mon propre corps. Fascite nécrosante, dit le docteur Kidding, son visage pâle sous les néons. Elle se tenait au pied de mon lit avec 2 autres médecins, le docteur Marcus Webb, spécialiste des maladies infectieuses de l'hôpital avec 23 ans d'expérience, et le docteur Priya Chandra, une chirurgienne spécialisée dans les complications septiques. C'est le docteur Webb qui a prononcé les mots qui me entraient. Bactéries mangeuses de chair. Nous devons opérer immédiatement. Il était 23h47. J'étais à l'hôpital depuis 16 heures. Mon corps était passé de sain à mourant en moins d'une journée. Ma mère faisait défiler son téléphone, ses ongles manucurés cliquant contre l'écran. Une autre opération? Combien ça va coûter? Le docteur Chandra cligna des yeux, son expression figée quelque part entre le calme professionnel et l'incrédulité brute. Madame Rivera, la vie de votre fils est en danger. L'infection se propage à sa paroi abdominale sans intervention immédiate. Je vous ai entendu la première fois. Ma mère répondit sèchement, sans lever les yeux. Je demande le coût. Nous avons une franchise élevée, une franchise de 5 000 $, et nous n'en sommes qu'à 3 200 cents. La mâchoire du docteur Kidding se contracta. Je pouvais voir le muscle tressaillir sous sa peau. Nous pourrons discuter de la facturation plus tard. Non, nous allons en discuter maintenant. Mon père interrompit, levant enfin les yeux de son ordinateur portable. Il portait encore son costume de travail, sa cravate dénouée,
ses lunettes de lecture sur le nez. Nous ne signerons rien tant que nous n'aurons pas vu un devis. Je voulais hurler, mais hurler demandait une énergie que je n'avais pas. L'infection l'avait déjà réclamée, ainsi que ma capacité à bouger ma jambe gauche et à sentir quoi que ce soit sous ma cage thoracique. Ils ont passé 23 minutes à se disputer avec la coordinatrice de la facturation de l'hôpital pendant que j'étais là, mon abdomen se distendant comme un ballon, ma tension artérielle chutant de 110/70e à 88/54e, ma peau prenant la couleur d'un vieux journal. Finalement, le docteur Webb a pris la décision. Sa voix était froide, professionnelle, le genre de ton qui ne souffre aucune contestation. C'est une urgence médicale. J'invoque la loi sur le traitement médical d'urgence et le travail. Nous opérons avec ou sans consentement. Mes parents ont menacé de poursuivre, mais ils ont signé les papiers. L'opération a duré 4 heures et 18 minutes. Ils ont retiré 40 cm de tissu mort de ma paroi abdominale, ont rempli la plaie avec de la gaze de qualité médicale imbibée de solutions antimicrobiennes et m'ont mis sous 3 antibiotiques intraveineux différents, vancomycine, méropenem et linezolide. Quand je me suis réveillé aux soins intensifs à 4h15 du matin, mon père dormait dans le fauteuil, ronflant doucement, la bouche ouverte. Ma mère n'était pas là. Selon l'infirmière de nuit, elle était rentrée chez elle pour bien dormir dans un vrai lit. Le deuxième jour a été pire. L'infection s'était propagée à ma circulation sanguine. Sepsis. Le docteur Webb l'a expliqué à mes parents en utilisant des petits mots, comme s'il parlait à des enfants qui n'avaient jamais suivi de cours de biologie élémentaire. La bactérie est dans son sang. Ses organes sont en difficulté. Ses reins fonctionnent à 42%. Ses enzymes hépatiques sont élevées. Nous commençons un traitement agressif, mais il a besoin d'une surveillance étroite. Ma mère fronça les sourcils en regardant son téléphone. Combien de temps restera-t-il aux soins intensifs? Au moins une semaine, voire plus si sa fonction organique ne s'améliore pas. Une semaine? Mon père se leva, maintenant en colère. Nous avons des projets. Nous sommes censés être à Napa ce week-end. Visite de dégustation de vin. Nous avons ces réservations depuis 6 mois. Le docteur Webb le fixa. Le fixa simplement. Le silence s'étira si longtemps que j'entendais le ventilateur dans la pièce d'un accent grave côté, le bip du moniteur cardiaque de quelqu'un d'autre. Monsieur Rivera, dit lentement le docteur Webb, votre fils est en défaillance multiviscérale. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je comprends que vous êtes dramatique, dit mon père. Il est jeune, il est en bonne santé, il se rétablira, monsieur. Ses reins sont défaillants, alors donnez-lui des médicaments. C'est ce que nous faisons, mais si sa fonction rénale tombe en dessous de 20%, nous devrons commencer la dialyse. Ma mère leva brusquement les yeux. Combien coûte la dialyse? J'ai fermé les yeux. Les machines bipaient régulièrement, surveillant un corps qui abandonnait petit à petit à travers le brouillard de la douleur et de la morphine. J'ai pensé à Elena. Elle serait en réunion en ce moment, probablement vêtue d'un de ces tailleurs noirs impeccables, négociant en 3 langues, commandant des salles remplies d'hommes 2 fois plus âgés qu'elle. J'aurais dû l'appeler. J'aurais dû lui dire que c'était grave, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Je ne voulais pas la détourner de l'accord sur lequel elle travaillait depuis 8 mois. C'était ma deuxième erreur. Le 3e jour, mes reins ont atteint 22% de leur fonction. Le docteur Chandra a ajouté un néphrologue à mon équipe, le docteur Alan Foster, qui traitait l'insuffisance rénale depuis 19 ans. Il a expliqué la dialyse à mes parents alors qu'ils étaient assis là, l'air ennuyés, comme s'il expliquait comment utiliser une cafetière. Ma sœur Sophia est finalement apparue cet après-midi-là. Elle est entrée aux soins intensifs portant des lunettes de soleil de créateur et un crop top, tenant un café glacé Venti. Oh mon Dieu, dit-elle en fronçant le nez. Ça sent si bizarre ici. C'est l'infection, dit froidement l'infirmière Rachel. Elle ronge ses tissus abdominaux. Sophia sortit son téléphone. Ça vous dérange si je filme? Mes followers me demandent des nouvelles. Oui, dit Rachel, se plaçant entre elle et mon lit. Ça me dérange. Rangez ce téléphone ou partez. Impoli, murmura Sophia, mais elle le rangea. Elle resta là exactement 4 minutes à faire défiler Instagram avant d'annoncer qu'elle devait partir. Événement d'influenceur à Beverly Hills. Je ne peux pas le manquer. Je t'aime, Jamie. Elle envoya un baiser dans ma direction et partit, ses talons claquant sur le linoléum. Cette nuit-là, à 21h23,
mon cœur s'est arrêté pour la première fois. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait débranché. Une seconde, j'étais là, conscient, présent. L'instant d'après, il n'y avait rien, juste un vide. Le chariot d'urgence hurlait. Les infirmières ont envahi la pièce. Quelqu'un a claqué des électrodes de défibrillateur contre ma poitrine. Mon corps s'est agité comme une marionnette dont les ficelles ont été coupées. Bip. Rythme stable. De retour. Ma mère est entrée 10 minutes plus tard, après l'incident, alors que les infirmières étaient encore en train d'ajuster les intraveineuses et de vérifier les signes vitaux. Que s'est-il passé, demanda-t-elle. Son cœur s'est arrêté, dit le docteur Kidding, sa blouse médicale encore en désordre à cause de l'urgence. Nous l'avons ramené, mais c'est extrêmement grave. Son corps est soumis à un stress immense à cause du sepsis. Ma mère hocha lentement la tête. Alors, la réanimation sera-t-elle facturée séparément? Parce que je vois les frais détaillés en ligne et il n'arrête pas d'ajouter des choses. Le docteur Kidding la regarda comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Madame Rivera, dit-elle prudemment, votre fils vient de faire un arrêt cardiaque. Je comprends ça. Je pose des questions sur la facture. J'ai regardé le visage du docteur Kidding parcourir plusieurs émotions, choc, incrédulité, dégoût et finalement un vide professionnel, le genre d'expression que les médecins apprennent à porter lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qui les dégoûte, mais qu'ils ne peuvent pas dire à voix haute. Le service de facturation peut répondre à ces questions, dit-elle, sa voix comme de la glace. Pour l'instant, je dois me concentrer sur le maintien de la vie de votre fils. 4e jour. Mon cœur s'est arrêté à nouveau à 13h47. Cette fois, mes parents étaient au déjeuner, à la cafétéria de l'hôpital, pour être précis, en train de se disputer pour savoir si la salade Cobb était trop chère à 8,50 $. Quand ils sont revenus 2 heures plus tard, l'infirmière Rachel leur a dit ce qui s'était passé. La première question de mon père fut, ont-ils utilisé les électrodes à nouveau? Parce que ça doit coûter cher. Rachel le fixa longuement. Puis elle se retourna et s'éloigna sans dire un mot. J'ai appris plus tard qu'elle était allée dans la salle de repos et qu'elle avait pleuré pendant 20 minutes. Au 5e jour, j'étais sous dialyse continue. Mon foie fonctionnait à peine. Mon cœur était instable. Le docteur Webb avait ajouté une cardiologue à mon équipe, le docteur Elena Price, 15 ans de spécialisation dans les urgences cardiaques. Nous devons discuter des soins de réanimation avancés, dit le docteur Price à mes parents. Elle était jeune, peut-être 40 ans, avec des yeux doux et des mains qui ne cessaient de bouger, vérifiant constamment les dossiers, ajustant l'équipement. Si son cœur s'arrête à nouveau, nous devons savoir à quel point vous voulez que nous soyons agressifs. Ma mère soupira comme si c'était un incroyable inconvénient. À quel point agressif et cher? L'expression du docteur Price ne changea pas, mais quelque chose se déplaça derrière ses yeux. Le but est de lui sauver la vie. Le but est de ne pas faire faillite, dit mon père. Nous avons déjà atteint notre maximum de frais à notre charge. Chaque jour ici nous coûte de l'argent que nous n'avons pas. En fait, dit lentement le docteur Price, une fois que vous avez atteint votre maximum de frais à votre charge, votre assurance couvre tout à 100%. Mes parents échangèrent des regards. Êtes-vous sûr? Demanda ma mère. Absolument. J'ai vérifié auprès du service de facturation ce matin. Oh. Ma mère se rassit. Eh bien, ça change la donne. Vraiment? Demanda le docteur Price, sa voix maintenant tranchante. Parce que la vie de votre fils ne devrait pas dépendre de la couverture d'assurance. Mon père se leva, sur la défensive. Vous ne comprenez pas. Nous avons d'autres enfants à considérer, d'autres responsabilités. Sophia prépare son mariage. Nous avons déjà versé des acomptes. J'étais allongé là, les écoutant expliquer pourquoi le mariage de ma sœur était plus important que ma survie. Et je pensais, Elena doit le savoir, mais je ne pouvais pas l'appeler. Mes mains étaient trop faibles pour tenir un téléphone. Ma voix n'était qu'un murmure. Les infirmières devaient se pencher pour m'entendre demander de l'eau. 6e jour, mercredi 18 octobre. Le pire jour de ma vie. Mon cœur s'est arrêté à 14h17. 3e fois, ils m'ont ramené avec une défibrillation et une dose dangereuse d'épinéphrine qui a rendu la fonction de mes organes restant encore plus précaire. À 16h37, il s'est arrêté à nouveau. 4e fois au total, 2e fois ce jour-là, mes parents n'étaient pas là. Ils étaient partis à 15h pour faire des courses.
Nous reviendrons plus tard, avait dit ma mère, me tapotant la main comme si j'étais un chien. Tiens bon. Le chariot d'urgence hurlait. Le docteur Kidding et le docteur Price et l'infirmière Rachel et 3 autres professionnels de la santé ont envahi mon lit, se battant pour redémarrer un cœur qui était fatigué de battre. Les électrodes, la décharge, la ligne plate qui s'étirait trop longtemps. Puis, bip. De retour. À peine. Le docteur Kidding se tenait au-dessus de moi, respirant fort, ses cheveux collés à son front avec de la sueur. James, dit-elle, sa voix urgente, où est votre femme? Où est Elena? J'ai essayé de répondre, je n'ai pas pu. Ma gorge était irritée à cause de l'intubation qu'ils avaient faite lors du 2e événement cardiaque. Rachel se pencha. Suisse? J'ai hoché la tête. Nous devons l'appeler, dit maintenant le docteur Kidding. Il leur a fallu 45 minutes pour la retrouver. L'assistante d'Elena, une femme terriblement efficace nommée Patricia, a finalement répondu après que Rachel ait appelé la ligne principale de Volkov Pharmaceuticals et expliqué que le mari de la PDG était en train de mourir. Mourir? La voix de Patricia devint aiguë. Que voulez-vous dire mourir? J'essaie de joindre sa famille depuis 3 heures. Personne ne répond. Ils ne sont pas là, dit froidement Rachel. Ils sont sortis dîner. Le silence à l'autre bout du fil était long et pesant. Quel hôpital? Demanda Patricia. Cedar Sinai. Ne le laissez pas mourir, dit Patricia. Elle sera là bientôt. L'hélicoptère est apparu à 18h47. Je l'ai entendu avant de le voir. Un battement profond et rythmé qui devenait de plus en plus fort jusqu'à faire trembler les fenêtres des soins intensifs. À travers ma vision trouble, j'ai vu des infirmières se précipiter aux fenêtres, pointant du doigt. Est-ce que c'est qui a autorisé ça? Ce n'est pas. Le docteur Kidding a couru à la fenêtre et s'est figé. Oh mon Dieu! L'hélicoptère était noir et argenté, profilé comme une balle avec Volkov Pharmaceuticals imprimé sur le côté en lettres blanches nettes. Il a atterri directement dans la zone des urgences, le souffle des rotors dispersant les débris sur les gens et les voitures comme des jouets. La sécurité a couru vers lui. Ils n'ont pas fait beaucoup de chemin. Elena Volkov, excusez-moi, Elena Rivera Volkov, fondatrice et PDG de la 4e plus grande entreprise pharmaceutique au monde, Forbes 40 Under 40, diplômée du MIT à 20 ans, milliardaire autodidacte à 28 ans, est sortie vêtue d'un tailleur gris impeccable et de talons qui pourraient tuer. Elle ne courait pas, elle marchait, mais d'une manière ou d'une autre, elle se déplaçait comme un éclair. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 4e étage. La sécurité a essayé de l'arrêter. Ils ont échoué. Le chef de la sécurité d'Elena, Dimitri, un M93, ancien des forces spéciales russes, les a simplement écartés comme s'ils étaient des enfants. Elle a fait irruption dans ma chambre comme une force de la nature. Tout en fureur contrôlée et en dévastation précise. Où est sa famille? Sa voix aurait pu crépiter d'azote gelé. Le docteur Kidding l'a regardée comme si elle venait d'assister à un miracle. Ils sont sortis dîner. Je sais. J'ai suivi leur carte de crédit. Elena a sorti son téléphone, un appareil personnalisé que je n'avais jamais vu auparavant, et a montré l'écran au docteur Kidding. Ils sont à Livy, ils commandent leur 2e bouteille de Cabernet, $92. Elle m'a regardé ensuite, vraiment regardé. Son visage, habituellement si contrôlé, s'est fissuré comme de la glace sous la pression. Salut tigre, j'ai réussi à murmurer. Salut, toi-même. Elle a saisi ma main, sa prise ferme, chaleureuse et vivante. Je te laisse seul pour un voyage d'affaires, 1 semaine. Désolé, ne t'excuse pas. Juste, ne meurs pas. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. S'il te plaît, ne meurs pas. Le docteur Kidding s'est éclairci la gorge. Madame Rivera Volkov, votre mari est dans un état critique. Défaillance multiviscérale. Nous avons eu 4 événements cardiaques. Il a besoin. De quoi a-t-il besoin? Les yeux d'Elena étaient à nouveau vifs. Concentrés. Dites-moi tout. Intervention intensive. Dialyse continue, soutien ECMO possible si son cœur continue d'être instable. La famille hésitait à autoriser. La famille n'est plus pertinente. La voix d'Elena aurait pu couper le diamant. Je suis sa femme et sa tutrice médicale légale. Le coût n'est pas un facteur. Faites tout ce qui peut lui sauver la vie.
Les épaules du docteur Kidding se sont affaissées de soulagement. Je vais réunir l'équipe et appeler le docteur Raymond Cross de Johns Hopkins. Dites-lui qu'Elena Vulkov a besoin d'une consultation sur un choc septique avec complications cardiaques. Il viendra. Madame, c'est mercredi soir. Il est probablement. Je me fiche qu'il soit au mariage de sa fille. Affrétez un jet. Facturez-le à Vulkov. Le téléphone d'Elena était déjà sorti, ses doigts volant sur l'écran. En fait, peu importe. Je lui envoie un SMS maintenant. Elle s'est retournée vers moi, son expression s'adoucissant. Tu aurais dû m'appeler. Tu étais en train de conclure l'accord de Genève. Je serais sorti de la pièce au milieu d'une phrase, James. Tu le sais. Tu l'as toujours su. Elle s'est penchée plus près, son front touchant presque le mien. Tu es plus important que n'importe quel accord. Mes parents sont revenus à 19h32. Je pouvais les entendre rire dans le couloir, rassasiés, satisfaits et complètement inconscients. Elena attendait devant ma chambre, debout dans le couloir comme une belle et terrifiante statue. Oh, Elena. La voix de ma mère est devenue aiguë et fausse comme elle le faisait toujours quand elle essayait d'impressionner quelqu'un d'important. Nous ne savions pas que tu étais de retour d'Europe. Si nous l'avions su, nous serions restés. La voix d'Elena était assez froide pour provoquer des engelures. Restez pendant que le cœur de votre fils s'arrêtait de battre, pendant que ses organes tombaient en panne, pendant que 4 médecins différents vous suppliaient d'autoriser le traitement. Mon père s'est avancé, la mâchoire serrée. Maintenant, écoute, tu ne comprends pas toute la situation. Les factures médicales. 87 000 $, dit Elena. Je sais. Je l'ai payé il y a 1 heure. Tout, y compris le solde de l'opération du nez de Sofia de l'année dernière que vous avez laissé traîner en recouvrement. Le visage de ma mère est devenu pâle. Comment as-tu fait? J'ai demandé à mes avocats de consulter vos dossiers financiers, vos dettes médicales, vos dettes de carte de crédit, vos prêts en cours. J'ai tout payé. Nettoyez complètement votre nom. Elena a souri, mais ce n'était pas amical. C'était le genre de sourire qu'un requin fait avant de mordre. De rien. Nous n'avons pas besoin de votre charité, dit mon père avec raideur. Vraiment? Parce que vous semblez parfaitement à l'aise de jouer avec la vie de votre fils pour une franchise de 5 000 $ que vous aviez déjà atteinte. Sofia est apparue alors, téléphone en main, déjà en train de filmer. Elena, oh mon Dieu, quand es-tu devenue si dramatique? C'est du super contenu. Pose le téléphone, dit Elena calmement. Liberté d'expression. Dimitri s'est avancé. Juste un pas. C'est tout ce qu'il a fallu. Sofia a tâtonné son téléphone, manquant de le laisser tomber. Tu as passé 6 heures aujourd'hui à te filmer en train d'essayer des robes de mariée, continua Elena, ses yeux ne quittant jamais mes parents. Pendant que ton frère a eu 4 arrêts cardiaques. 4? Comprenez-vous ce que cela signifie? Il est dramatique, murmura Sofia. Il a toujours été dramatique. Elena s'est tournée vers elle alors, et quelque chose dans son expression a fait reculer Sofia. Ton frère est à 22 heures d'une défaillance multiviscérale qui devient irréversible, dit Elena, chaque mot net et précis. Il est à 22 heures de la mort. Est-ce que cela te semble dramatique? Le couloir est devenu silencieux. Le docteur Kidding est apparu avec le docteur Price et 2 autres médecins que je ne reconnaissais pas, Madame Rivra Vulkov, le docteur Cross atterrit à Burbank dans 40 minutes. Il apporte une unité ECMO portable. Parfait. Et le docteur Yamamoto arrivant de Seattle devrait arriver avant minuit. Ma mère a retrouvé sa voix. Qui paie pour tout ça? Des jets privés, des spécialistes de tout le pays. Moi, dit Elena simplement. Comme vous auriez dû le faire dès le premier jour. C'est facile à dire pour vous. Vous êtes riche. Je suis riche parce que j'ai travaillé 100 heures par semaine pendant 10 ans à construire une entreprise à partir de rien. Je suis riche parce que je l'ai gagné, et maintenant je le dépense pour sauver mon mari parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. La voix d'Elena est devenue plus basse, plus dangereuse. Quelle est votre excuse pour ne pas faire de même? Le visage de mon père est devenu rouge. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. Sécurité, appela Elena. 4 hommes en costume apparurent. Pas la sécurité de l'hôpital, mais l'équipe de sécurité personnelle d'Elena. Ils avaient l'air de pouvoir soulever des voitures.
Ces trois-là sont bannis de cet étage, de cet hôpital. S'ils s'approchent à moins de 15 mètres de mon mari, appelez la police et faites-les arrêter pour intrusion. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de mon père s'est brisée. C'est notre fils. Alors vous auriez dû agir en conséquence. Elena les congédia d'un geste de la main, comme on congédie un insecte ennuyeux. Elle s'est retournée vers moi, son expression s'adoucissant instantanément. Le docteur. Cross est le meilleur du pays. Tu vas bien t'en sortir. À travers la paroi de verre, j'ai regardé ma famille se faire escorter dehors, mon père argumentant le visage rouge et humilié, ma mère menaçant de poursuite, Sophia essayant de filmer jusqu'à ce que la sécurité confisque son téléphone. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur eux. Elena a serré ma main. Oh, et James. J'ai appelé Livy pendant que j'étais dans l'hélicoptère. Oui. Je leur ai dit que ta famille était bannie définitivement des 7 établissements. Elle s'est penchée près, ses lèvres près de mon oreille, sa voix portant ce tranchant particulier qu'elle avait quand elle était impitoyable. Ensuite, j'ai acheté la chaîne de restaurants, conclu l'accord il y a 20 minutes. Ils sont officiellement bannis de tous les restaurants Ivy en Californie. J'ai souri. Même en train de mourir, même avec des organes défaillants et un cœur qui n'arrêtait pas de s'arrêter, j'ai souri. Quand as-tu acheté ça? La seconde où Patricia m'a dit qu'ils étaient allés dîner. Elle a repoussé une mèche de cheveux de mon front, son toucher doux. Personne ne commande du cabernet pendant que mon mari fait un arrêt cardiaque. Le docteur. Cross est arrivé à 21h15. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 50 ans, avec des yeux vifs et des mains qui bougeaient avec une confiance absolue. Il m'a examiné pendant 7 minutes, a examiné mes dossiers, a consulté le docteur Kidding et le docteur Webb, et le docteur Price. Nous commençons l'ECMO, a-t-il annoncé. Son cœur a besoin d'un soutien mécanique, et nous changeons son protocole d'antibiotiques. J'ai déjà vu cette souche particulière de fascite nécrosante. Le traitement traditionnel n'est pas assez agressif. Faites-le, dit Elena immédiatement. Le docteur Yamamoto est arrivé à 23h47, une brillante néphrologue spécialisée dans l'insuffisance rénale aiguë. Elle était minuscule, à peine 1m52, avec des cheveux gris et une réputation pour avoir sauvé des patients que tout le monde avait abandonnés. Ensemble, ils ont travaillé toute la nuit, ECMO, nouveaux antibiotiques, dialyse agressive, traitement que je ne pouvais pas prononcer et que je ne comprenais pas. Elena n'est jamais partie. Elle s'est tenue à côté de mon lit, tenant ma main, prenant parfois des appels en russe ou en mandarin à un rythme effréné, coordonnant avec son entreprise tout en coordonnant mes soins. À 4h22 du matin, l'infirmière Rachel est venue vérifier mes signes vitaux. Elle s'est arrêtée quand elle a vu Elena, toujours dans son tailleur, toujours debout, des cernes sous les yeux. Vous devriez vous reposer, dit Rachel doucement. Je me reposerai quand il sera stable. Vous êtes debout depuis 9 heures. J'ai fait plus longtemps. Elena sourit faiblement. Essayez de négocier avec la FDA chinoise. C'est plus facile. Rachel a ri, surprise. Puis son expression est devenue sérieuse. Je suis infirmière depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de familles, beaucoup de situations. Elle s'arrêta. Les parents de votre mari sont les pires que j'ai jamais rencontrés. Je sais. Les choses qu'ils ont dites, la façon dont ils ont donné la priorité à l'argent sur sa vie. Rachel secoua la tête. Je ne devrais pas dire ça, mais je suis contente que vous les ayez bannis. Moi aussi. Au 7e jour, quelque chose a changé. Ma fonction rénale a grimpé à 38%. Mes enzymes hépatiques ont commencé à baisser. Les marqueurs d'infection dans mon sang ont diminué pour la première fois en une semaine. Le docteur Cross se tenait au pied de mon lit, examinant les dossiers avec le docteur Yamamoto et le docteur Kidding. Il réagit, dit le docteur Kidding, une sorte d'émerveillement dans sa voix. Le nouveau protocole d'antibiotiques fonctionne, confirma le docteur Cross. Et l'ECMO donne à son cœur le temps de récupérer. Le docteur Yamamoto souriait. Un vrai sourire. La fonction rénale s'améliore plus vite que prévu. Nous pourrions être en mesure de réduire la fréquence de la dialyse. Elena ferma brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. Alors, il va vivre? Il va vivre, confirma le docteur Cross. Elle hocha la tête une fois, sèche et contrôlée. Puis elle sortit de la chambre dans le couloir,
et je l'ai entendu pleurer. Juste pendant 1 minute, juste assez longtemps pour laisser échapper la peur. Quand elle est revenue, son visage était sec, son expression composée. « D'accord, dit-elle en serrant ma main. Maintenant, nous les poursuivons. » Quoi? Tes parents? Pour négligence médicale, détresse émotionnelle, mise en danger. Le sourire d'Elena était à nouveau tranchant. Mes avocats sont déjà en train de monter le dossier. Elena, ils t'ont laissé mourir, James. 4 fois, ils t'ont laissé mourir pour de l'argent qu'ils ne devaient même pas parce qu'ils avaient déjà atteint leur plafond de débours. Sa voix était de l'acier enveloppé de soie. Je ne vais pas laisser ça passer. Je voulais discuter, voulais lui dire que ça n'en valait pas la peine, qu'il n'en valait pas la peine. Mais elle avait raison. Il m'avait laissé mourir pour rien. La plainte a été déposée 2 semaines plus tard, négligence médicale, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, une action civile en dommages et intérêts que mes avocats, ou plutôt les avocats d'Elena, ont calculé à 4,2 millions de dollars. Les médias s'en sont emparés immédiatement. Une PDG milliardaire poursuit ses beaux-parents pour avoir laissé mourir son mari à cause d'une facture d'hôpital. C'est devenu viral en quelques heures. Les images de vidéosurveillance étaient la partie accablante. L'hôpital, avec la permission d'Elena et une ordonnance du tribunal, a publié des images éditées, mes parents se disputant avec des médecins au sujet des coups pendant que je mourais, ma mère faisant défiler son téléphone pendant mon 2e arrêt cardiaque, mon père regardant sa montre, Sophia se filmant dans le couloir pendant que des chariots de réanimation hurlaient dans ma chambre. Internet les a crucifiés. Sophia a perdu 70 000 followers en une journée. Les marques ont abandonné ses parrainages. Sa section des commentaires s'est remplie de variations de « laissez votre frère mourir pour du contenu ». L'entreprise immobilière de mes parents s'est effondrée. Personne ne voulait travailler avec le couple qui avait laissé mourir son fils pour de l'argent. Le procès a été discret. Ils ont réglé à l'amiable pour 3,8 millions de dollars. Elena a fait don de chaque centime à un fonds pour les familles aux prises avec des factures médicales imprévues. Je ne veux pas de leur argent, m'a-t-elle dit. Je voulais juste qu'ils paient. J'ai récupéré lentement. 3 mois à l'hôpital, 4 opérations pour réparer les dommages causés par l'infection, de la physiothérapie pour réapprendre à marcher, de la thérapie psychiatrique pour traiter le traumatisme de mourir 4 fois pendant que votre famille dînait. Mais j'ai récupéré. Le jour où j'ai finalement été libéré, 5 mois après cette appendicectomie de routine qui avait failli me tuer, Elena a ramené l'hélicoptère, l'a fait atterrir directement dans la même zone d'urgence. Entrée dramatique, dis-je en riant alors que Dimitri m'aidait à m'asseoir. Tu m'as épousé pour le drame, dit Elena en bouclant sa ceinture à côté de moi. Je t'ai épousé parce que tu es brillante et dramatique. Et riche, ai-je convenu. Alors que nous décollions, j'ai regardé vers le Basseda Ciné, la fenêtre des soins intensifs où j'avais passé tant de semaines, l'endroit où j'étais mort et revenu, l'endroit où ma femme avait fait atterrir un hélicoptère parce que j'étais plus important que des accords à $1 milliard et des acquisitions internationales et tout ce que le monde considérait comme précieux. Et, dit Elena en serrant ma main. Bienvenue. Content d'être de retour, dis-je, et je le pensais. Parce que parfois, la famille n'est pas les personnes auxquelles vous êtes nés. Parfois, c'est la personne qui traverse le monde lorsque votre cœur cesse de battre. La personne qui interdit à vos parents les hôpitaux et achète des restaurants juste pour faire valoir un point. La personne qui se tient à côté de votre lit pendant 9 heures d'affilée parce que partir signifierait que vous êtes seul. Je m'appelle James Rivera. Ma famille m'a laissé mourir à cause d'une facture d'hôpital, mais ma femme a fait atterrir un hélicoptère sur le parking, et cela a fait toute la différence.